Cette photo est importante. Dans une guerre, les images les plus sanguinolentes ne sont pas toujours celles qui font le plus sens, ni celles qui font l'histoire. La violence existe souvent dans les contrastes. Parfois un regard suffit à raconter une histoire. C'est bien le cas ici. Automne 2006, à Bagdad, la guerre civile entre chiites et sunnites fait rage. Les sunnites, qui forment 20% de la population irakienne, ont dominé les chiites, 60%, depuis plus de 30 ans, sous le régime de Saddam Hussein. L'intervention américaine en 2003 a porté les chiites au pouvoir à la faveur d'élections en 2005. Ce mirage démocratique s'est traduit en réalité par une guerre civile épouvantable qui va durer plusieurs années et se solder par quelques 300 000 morts civiles. Bien souvent, les troupes américaines assistent sans comprendre au spectacle d'un peuple qui se déchire. Au nord-ouest de la capitale irakienne, le quartier de Choula est aux mains des milices chiites de l'armée du Mahdi. Celles-ci conduisent des raids dans un quartier voisin à dominante sunnite, celui de Ghazaliya. Progressivement, elles en ont expulsé les habitants. Chaque nuit, les escadrons de la mort assassinent, pillent ou, dans le meilleur des cas, forcent les familles à partir. Les Américains ont été contraints de réagir, protégeant les mosquées et dressant des murs de béton pour empêcher les infiltrations. Au matin du 2 décembre 2006, une unité de la 2e division d'infanterie s'apprête à mener un raid au cœur de Choula. C'est une unité de strikers, des véhicules blindés entourés de grillages spécialement conçus pour résister aux IED, ces bombes placées par les insurgés sous la route. Nous l'avons rejoint, le photographe Chris Sondros et moi, le matin même pour passer la journée en opération. Elle est accompagnée par une compagnie de l'armée irakienne. La mission du jour est le démantèlement d'un réseau de fabrication de bombes. Depuis quelque temps, les miliciens chiites empoisonnent la vie des soldats américains en plaçant ces bombes particulièrement meurtrières sur les itinéraires qu'ils empruntent. Ces derniers sont décidés à agir. La colonne se forme à la périphérie du quartier. Les soldats irakiens prennent soin de masquer leur visage. Certains habitent dans le quartier et s'ils étaient reconnus, leurs familles risqueraient des mesures de rétorsion. La population est clairement hostile aux Américains, aux Irakiens, à tous qui portent ce jour-là un uniforme. Les hommes et les adolescents jettent des regards pleins de dédain sur ces soldats qui semblent débarquer d'une autre planète et viennent envahir leur territoire. Nous choisissons de suivre les éclaireurs de la colonne au moment où ils pénètrent dans le quartier. À chaque instant, les choses peuvent mal tourner. Le moindre recoin, la moindre bosse sur la route peut contenir de quoi semer la mort parmi les soldats. L'hostilité semble encore plus palpable à mesure que nous progressons dans le quartier. Soudain, la colonne marque le pas. Le soldat de tête a repéré un symbole du Hezbollah peint sur un mur. Cette marque de la milice chiite libanaise montre l'internationalisation du conflit irakien où des acteurs comme l'Iran et l'Arabie saoudite se livrent une guerre latente par groupes interposés. Le premier soutenant les chiites, le second les sunnites. Le soldat américain croit que le Hezbollah est en Israël. Il est basé au Liban, précise Chris Sondros. L'Américain ne semble pas saisir la nuance. Pour lui, tous ces pays, c'est la même chose, et c'est si loin de ce qu'il est réellement. La colonne redémarre. L'objectif est une petite rue au cœur du quartier. Au signal d'un officier, les hommes se mettent à investir les maisons. Ils savent parfaitement laquelle est censée contenir la fabrique d'explosifs, mais ils ne veulent pas la stigmatiser. Donc on les fouillera toutes. Il ne faut pas que l'ennemi sache qu'ils savent. Chaque pièce de chaque habitation est passée au peigne fin. En général, les habitants coopèrent. Ils n'ont pour ainsi dire pas le choix. Un sergent parle un peu l'arabe, ce qui facilite les présentations. Les traducteurs ayant le visage masqué, il est plus facile d'engager la conversation avec quelqu'un qui a le sourire, même s'il a un casque sur la tête et un M16 dans les mains, qu'avec une momie. Chris se déplace en souplesse, au milieu du tumulte et de l'incompréhension. Il veut gêner le moins possible. Les hommes fouillent, retournent les tiroirs. Parfois, ils font une découverte intéressante. Une kalachnikov. C'est autorisé. La norme en Irak est d'une par famille, avec 2 chargeurs. S'il y en a 2 comme ici, la seconde est confisquée. Le raid s'éternise. Dans cette maison, le père de famille ne veut pas nous laisser aller plus loin. Il finit par obtempérer, à condition que les femmes et les enfants restent dans la cuisine. C'est déjà désagréable de voir des étrangers venir chez soi, si en plus ils bousculent les coutumes. Les chiites sont très sourcilleux sur le fait de ne pas montrer leurs femmes. Au milieu du salon, un soldat est posté. Il a un genou à terre et s'appuie sur le canon de son M16. Sur la crosse, il a écrit Slipknot, le nom de son groupe de heavy metal préféré.
Un petit garçon qui a échappé à la surveillance de sa mère dans la cuisine glisse un œil malicieux vers cet étrange géant qui s'est installé au cœur de sa maison. Chris attend, il cadre parfaitement, il prend son temps. Au moment où le gamin se penche, il déclenche. Le contraste est total, la photo parfaite. Elle saisit toute l'absurdité d'une guerre. Que ce soldat fait-il ainsi posté? Que pourra-t-il apporter à ce gamin? Quel est le sens de la mission? Que construit-on ici? Pourquoi est-on en Irak pour constater autant d'incompréhension? Les murs mentaux sont profonds. Bientôt chacun repartira chez lui. Le soldat dans sa caserne, d'où un jour il quittera l'Irak. Le gamin dans sa cuisine, à côté de sa maman, puis dans sa chambre où il grandira. Ils ne se souviendront sans doute jamais de ce moment qu'ils ont passé ensemble. Le gamin peut-être, si son père est raflé. Ça ne sera pas le cas dans cette maison, mais dans la suivante. L'homme de famille partira sous les pleurs des femmes, rejoindre une prison et un destin misérable.